Donc, on va débuter sans plus tarder notre seconde conférence sur la pluralité sous l'angle rétention et transmission avec Mélissa Deschênes, qui est entrepreneur et lauréate du prix président Denis Laframboise 2022 de la SEO. Cette conférence, juste pour vous mettre un peu dans le bain, cette conférence va porter sur la rétention des enfants et des jeunes dans la région, ainsi que de leur transmettre des connaissances afin de renforcer sa façon de vivre en français et de leur permettre de rester en région pour le développement socio-économique. Nous allons nous inspirer de cette Québécoise, on parle de Mélissa, qui est venue en Ontario et qui travaille sans relâche pour enrichir la diversité de notre communauté et apporte une contribution à la dynamique du Moyen-Nord de la province. Juste quelque chose à dire avant de laisser Mélissa partager ce qu'elle a prévu partager avec nous ce matin, c'est qu'on va prendre des questions à la fin de la conférence. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les garder et lever la main à la fin de la conférence ou bien les mettre dans le chat et moi, je serai votre porte-parole. Alors, Mélissa, je pense qu'on peut commencer. On est tout oui. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais juste partager mon écran. OK. All right. Bon, aujourd'hui, je parle de la rétention, la transmission. Je m'appelle Mélissa Deschênes. Merci beaucoup pour l'introduction. Oui, je suis partenaire d'affaires et directrice de création à une petite entreprise située à Sudbury qui s'appelle Design de Plume. Puis je vais vous parler de mon histoire avec ma francophonie depuis ma jeunesse, mon expérience à Sudbury avec ma petite entreprise, puis mon but personnel de transmettre ma culture et la langue francophone à la prochaine génération. Je voulais commencer avec cette citation-là que j'ai trouvée super importante. La langue est au cœur de l'identité culturelle. Elle détermine qui nous sommes et comment nous pensons. Lorsque nous parlons nos langues, nous racontons nos histoires, transmettons des connaissances et créons des liens durables qui traversent les générations. Ça, c'est une citation du commissaire et directeur aux langues autochtones. Et j'ai trouvé que ça fonctionne vraiment bien avec la langue francophone aussi. On est en fait en train de travailler sur un projet à Design de Plume avec ce groupe-là. Puis ça m'a vraiment fait penser à ma francophonie aussi, puis comment c'est important de transmettre ça. Je vais débuter avec mon enfance. C'est une question de langue et de religion. Voici ma mère au centre. Ma mère est d'héritage italienne, anglophone. Elle a grandi à Sudbury. Puis, un jour, elle décide de partir pour le Québec pour son éducation. Puis en même temps, elle veut faire un peu une introspection pour se découvrir un peu parce qu'elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle voulait faire avec sa vie. C'est la seule photo que j'ai de mon père. Ça, c'est mon père quand il avait 16 ans. Mon père est d'héritage français, puis québécois, puis aussi d'héritage autochtone. Il est francophone, il a grandi à Laval, au Québec. Il y avait une grosse famille, il y avait 11 frères et sœurs. Puis il faisait partie d'une religion dans ce temps-là qui s'appelait la Mission de l'Esprit Saint. C'est une religion qui a commencé au Québec, puis il encourageait les gens à avoir de grosses familles. Mais ma famille a trouvé que c'était un petit peu trop pour eux, alors ils ont décidé de quitter la religion de la Mission de l'Esprit Saint pour joindre une autre religion qui pensait qu'elle était un petit peu plus simple. Sont devenus témoins de Jéhovah. Puis la façon donc mon père, le Québécois francophone qui parlait pas beaucoup d'anglais, puis ma mère, l'Ontarienne qui parlait pas beaucoup de français, de la façon qu'ils se sont rencontrés, c'était un petit peu drôle parce que les deux, ils étaient dans une épicerie, ils se connaissaient pas. Puis mon père était un petit peu dans le chemin de ma mère dans ce temps-là, puis il a dit « Je m'excuse, je suis dans tes jambes. » Puis ma mère comprenait une base en français. Elle a pensé que ça voulait dire « Je veux être entre tes jambes. » Alors, mais ça a fonctionné pour eux parce qu'ils sont tombés en amour. Puis ils se sont mariés. Et mon frère et moi, on est nés.
Ma mère est devenue témoin de Jéhovah et ils ont décidé quand on est né, qu'on est toutes devenues témoins de Jéhovah. Puis, ils ont décidé d'habiter à Laval. À la maison, on parlait juste le français, mais avec ma mère, on parlait un petit peu des fois en anglais. Alors, mon frère et moi, on a comme décidé de parler en anglais ensemble parce que c'était comme notre petit secret. Quand j'avais environ 12 ans, ma mère a décidé de déménager. Alors, j'habitais juste avec mon père et sa famille qui étaient toutes francophones. Alors, quand on parlait en anglais, mon frère et moi, c'était comme un secret ensemble que personne d'autre dans la famille pouvait comprendre ou comprenait un peu. Alors, c'était important pour nous de continuer ça. Pendant mon enfance, j'ai déménagé un peu partout. J'ai habité à Laval, j'ai habité à Montréal pour un nombre d'années. Puis après ça, on avait déménagé à l'Assomption. C'est une ville qui est au nord-est de Montréal. Puis c'était vraiment différent quand tu es à Montréal. Le nombre de personnes qui parlent anglais, c'est super gros, mais comme dans une place comme l'Assomption, il n'y avait vraiment personne autour de nous qui parlait anglais. Puis comme que j'ai grandi étant témoin de Jéhovah, l'éducation postsecondaire, c'était très découragé. L'accent était mis sur la prédication, le porte-en-porte, il fallait tout le temps prêcher. J'avais pas le droit de faire des activités hors du contexte religieux, pas le droit de joindre des sports, des choses comme ça. Il fallait juste que je fréquente les gens qui étaient de la même religion. Alors, c'était juste, si je vais à l'école, je retourne à la maison, on va prier, on va aller prêcher, tout ça. Mais j'étais comme indoctrinée pour croire que la fin du monde allait arriver à n'importe quelle minute, puis que l'éducation postsecondaire, ça ne signifierait rien parce que la fin du monde va aller toucher à sa fin. C'est pour ça qu'ils prêchent beaucoup, parce qu'ils veulent avoir le plus de monde qui puisse sauver quand la fin du monde va arriver. Puis aussi, les femmes n'étaient pas traitées sur un pied égal avec les hommes. J'avais vraiment comme un avenir que je trouvais sombre. Mon avenir, ça aurait été d'être mariée jeune, de ne pas avoir une éducation ou une carrière prometteuse et de prêcher. Mais je savais que pour moi, c'était pas pour moi, c'était pas mon avenir. Je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Quand je suis devenue jeune adulte, c'est là que l'éducation m'a vraiment sauvée, puis vous allez entendre pourquoi. Voici mes grands-parents ontariens, anglophones. Ils ne sont plus avec nous aujourd'hui, malheureusement, mais je les aime gros. Quand j'avais 17 ans, mes grands-parents de Sudbury, ils m'ont donné un coup de fil, puis ils m'ont donné l'option de déménager à Sudbury. Je ne connaissais pas trop de Sudbury. J'allais visiter une couple de fois quand j'étais jeune, mais je n'avais vraiment pas la chance de rencontrer beaucoup de monde. C'était vraiment juste, je vois mes grands-parents et puis je retourne. Alors, je pensais, je ne sais pas si je veux vraiment faire mon chemin en Ontario. Mais ce qui m'a donné l'opportunité, c'est d'aller au postsecondaire. Ils allaient m'aider avec les finances, avec le logement et avec l'encouragement de continuer l'éducation et d'avoir une carrière. Ça, c'était vraiment gros pour moi parce que personne d'autre dans ma famille m'encourageait de faire ça. Alors, j'ai décidé de prendre l'opportunité. J'ai déménagé à Sudbury et j'ai pu lancer ma carrière à cause de ça. Mes grands-parents, ils étaient très généreux, ils étaient très gentils aussi, mais c'était pas super parfait parce qu'ils discriminaient contre les personnes francophones. Je ne sais pas s'ils seraient comme ça dans ces temps-ci, mais pour eux, c'était l'anglais en premier, puis j'étais découragée de parler en français. Ils risaient souvent des personnes francophones, puis c'était quelque chose de très décourageant pour moi. Cette belle photo, c'est une photo du jardin de mon grand-père. Il y avait un beau gros jardin. Ça, c'est juste une partie que vous voyez là du jardin entièrement juste de roses, de différents types de roses. Puis, en dessous de la fontaine, on voit une statue d'une grenouille. Mes grands-parents, ils avaient appelé la grenouille Christian en hommage à mon père francophone. Puis, c'était comme ce type d'atmosphère-là que j'avais avec ma francophonie. C'était vraiment difficile. Alors, j'avais vraiment honte de parler en français autour d'eux.
Ma francophonie faisait partie de mon identité, mais je n'étais pas dans un espace où je pouvais encore être authentiquement moi-même. Puis je pensais que si mes grands-parents ils pensent de cette façon-là à propos des personnes qui parlent français, c'est probablement le cas pour le reste des Ontariens. C'est ce que je pensais dans ce temps-là. Alors, j'ai commencé à l'école à Cambrian, à Sudbury. Je me suis adaptée à l'éducation en anglais. C'était pas facile. Au moins, j'avais un anglais de base, mais j'ai commencé à apprendre beaucoup. Puis, quand j'ai grandi au Québec, je ne savais pas qu'il y avait des personnes francophones hors du Québec. Je pensais que si tu parles français, tu habites au Québec et c'est tout. Et la première fois que j'ai entendu des personnes parler en français à Sudbury, c'était un gros choc pour moi. Je suis dans un Tim Hortons et j'entends deux personnes parler en français ensemble. Puis j'étais tellement excitée. Je suis oh, quelqu'un, des personnes qui viennent du Québec comme moi. Je suis allée les voir. J'ai dit, hey, où vous venez du Québec? Est-ce que vous êtes en train de visiter? Puis ils m'ont regardé et ont dit, on a toujours habité ici. C'est quoi ton problème? Alors, c'est là que j'ai réalisé que il y avait beaucoup de francophonie à Sudbury, mais leur accent était un peu différent, ils parlaient un peu différent. Des fois, il y a des mots en anglais lancés dedans, puis je fais ça aujourd'hui moi aussi, mais c'était quand même un moment inspirant pour moi de pouvoir savoir qu'il y avait d'autres personnes que moi ici. Pendant que je suis au postsecondaire, je découvre l'esprit critique, l'indépendance pour penser pour moi-même. Et alors, je décide de quitter la religion. C'est un gros changement pour moi parce que j'ai réalisé que le monde hors de la religion, c'était un monde super gentil, un monde avec un futur, un monde... c'est vraiment pas comment ça a été décrit pour moi quand j'étais jeune. Je pensais que ça allait être vraiment épeurant et méchant et tout ça, mais c'était pas du tout ça. C'était incroyable le changement que j'ai pu faire en moi-même quand j'ai décidé de quitter. C'est pour ça que je dis que l'éducation m'a sauvée, puis ça m'a aidé de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Par contre, c'était pas sans sacrifice que j'ai décidé de quitter. Parce qu'en quittant, j'ai été excommuniée. Puis de la façon que ça marche dans cette religion-là, quand tu es excommunié, tout le monde qui est témoin de Jéhovah n'a plus le droit de te parler. Il faut couper toutes les communications. Puis ça inclut mes parents, ma mère, mon père, mon frère et tout le reste de ma famille et tous les amis que j'avais au courant de toute ma vie, vraiment. Puis, j'avais pas beaucoup d'autres amis de famille. J'avais aucune famille à part de mes grands-parents qui n'étaient pas dans la religion. Alors, j'étais vraiment coupée de tout le monde. Je me suis jamais sentie aussi seule avec mon héritage francophone parce que toute ma famille francophone et mes amis qui étaient au Québec, qui étaient francophones, il n'y avait plus le droit de me parler. Alors, j'avais juste mes grands-parents et quelques amis qui étaient anglophones ici. Mon indépendance et mon entrepreneuriat. Alors, les années passent et je parle de moins en moins en français parce que je ne connais pas beaucoup de personnes qui parlent français. Puis aussi, avec de la façon que mes grands-parents ils parlaient des personnes francophones, j'avais un peu honte de parler en français. Alors, je me souviens de la première fois où j'ai rêvé en anglais. Ça, c'était un moment complètement bizarre pour moi parce que toute ma vie, j'avais pensé en français, mes rêves étaient en français. Et là, je me suis réveillée un matin et j'ai dit, mon rêve est en anglais. Et là, mes pensées ont commencé à changer dans ma tête puis ont commencé à être en anglais. Et j'ai réalisé, est-ce que je suis en train de perdre mon français? Je suis sûre qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui ont eu le même changement dans leur tête, dans leurs rêves, ou qu'un jour, vous parlez toujours une langue et ça a complètement changé.
Par contre, j'étais très ambitieuse. Je savais que j'avais un destin là, pour l'entrepreneuriat. J'étais très créative. À Cambrian, ce que j'avais pris, c'était le graphisme. Alors, avec la créativité que j'avais puis mon ambition, j'ai décidé de commencer une petite entreprise. Quand j'avais fini à Cambrian. Mon rêve est devenu réalité en 2009, la même année que j'ai fini à l'école. Puis ce qui m'a poussée vers l'entrepreneuriat, c'est une présentation d'une femme entrepreneur qui avait une compagnie en graphisme qui habitait à North Bay, aussi dans le nord de l'Ontario. Puis elle est venue visiter Cambrian, puis elle a fait une présentation à propos de sa petite entreprise. Et moi, j'ai trouvé ça tellement incroyable qu'une jeune femme comme elle pourrait commencer une petite entreprise. Dans ce temps-là, en 2009, à Sudbury, tous les autres studios de design qu'il y avait à Sudbury étaient tous dirigés par des hommes. Alors, je n'avais pas vraiment un exemple pour moi en entrepreneuriat. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ma carrière en entrepreneuriat avec 2 autres femmes aussi. Et j'ai pensé que si elles pouvaient y arriver, nous aussi, on pouvait le faire. C'était vraiment un gros changement pour moi avec mon éducation, de comment j'ai grandi avec ma famille. J'avais juste pensé que mon raison d'être, c'est d'être une femme à la maison, puis de ne pas avoir une carrière. Mais c'était vraiment juste la motivation et l'inspiration que j'avais besoin pour lancer ma petite entreprise avec 2 autres femmes. Puis je me souviens que quand j'avais décidé de commencer ça à Sudbury, mes grands-parents m'avaient dit « Mais pourquoi tu ne déménages pas à Toronto? Et tu n'as pas beaucoup d'opportunités ici à Sudbury. Tu ne vas pas probablement avoir une bonne carrière ici. Déménage dans une grosse ville. » Mais j'ai décidé contre ça. J'avais déménagé toute ma vie et j'avais comme relancé ma vie. Je ne voulais pas faire ça une autre fois. Alors, j'aimais aussi Sudbury, là, c'était tellement une belle place à vivre, là. Alors, j'ai décidé, non, on va rester ici et on va faire notre petite entreprise ici. Je veux juste retourner à cette photo-là. Cette photo-là, c'est en 2014. On venait juste d'embaucher notre première personne. Les choses ont changé maintenant. Et je veux parler un petit peu de mon entreprise parce que je suis vraiment fière. Le nom de ma compagnie s'appelle Design de plumes et puis on a décidé ce nom-là à cause de l'expression en français « nom de plume ». Alors, c'est comme notre design de plume, c'est notre nom de plume. Puis aussi, ça fait reconnaissance à mon héritage francophone, puis aussi notre héritage autochtone. Ma partenaire d'affaires, Jennifer Tabak, qu'on voit ici à la droite, elle vient de la Première Nation Shawnaga. Puis au centre, on a notre partenaire d'affaires, Megan Van Harten. Puis au début de ma carrière, oui, je suis capable de parler en anglais, je deviens de mieux en mieux, mais il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, puis ça, c'est les expressions, puis les dictions. Puis l'expression de ce piece of cake, je me demande encore où est mon morceau de gâteau. Puis à travers les années, on a eu beaucoup de succès. Au début, la plupart de nos clients sont dans le secteur de buts non lucratifs, des fondations et puis les institutions culturelles et publiques. Puis on a la chance de travailler sur des projets incroyables à travers le Canada et les États-Unis. Puis je dirais environ 70 de nos travaux sont au Canada et environ 30 de nos travaux sont aux États-Unis. Je dirais même qu'on n'a pas beaucoup de clients locaux, c'est vraiment des clients à travers le pays. Puis ce qu'on crée, ça inclut des identités visuelles, les designs pour imprimer, les illustrations personnalisées, par exemple. Puis, ce qui guide notre petite entreprise, c'est 4 différentes perspectives interconnectées qui sont notre base, nos principes guidés. C'est la culture, la diversité, l'accessibilité et l'apprentissage. Ce projet-là que vous voyez, c'est un projet qu'on a fait pour une compagnie touristique dans le nord du Québec, dans l'endroit du Nunavik. Et puis, ça, c'était la première chance qu'on a pu travailler aussi avec du Inuktitut, comme vous voyez, le langage autochtone sur les matériaux.
Puis en tant que petite entreprise détenue par des femmes, on est vraiment passionné de travailler sur des projets qui partagent l'équité des femmes et des personnes de genre diverses. Comme j'ai dit avec mon enfant, ça, c'est super important pour moi de pouvoir partager ça. Comme cet exemple-là d'un projet qu'on a fait pour E-Alliance. C'est un groupe de recherche sur l'équité des genres en sport, puis c'est dirigé par des chercheuses dans quelques universités en Ontario et au Québec aussi. Alors, comme vous voyez, j'ai la chance de travailler sur des projets en français et en anglais, qui est vraiment super. Être bilingue, avoir un côté francophone, ça a ouvert beaucoup de portes pour nous, de pouvoir travailler sur des projets en français dans le secteur avec le gouvernement, par exemple, ou avec des organisations qui ont du leadership en français. Encore sur l'équité des genres, c'est un petit projet qu'on a fait pour le prix Elle de la musique par SOCAN. C'est une identité visuelle qu'on a créée, puis c'est la première fois qu'on a fait des trophées aussi pour l'événement. Ça, c'était vraiment le fun. C'était en bois et en résine. Puis beaucoup de nos projets sont axés sur la recherche et l'apprentissage visuel. On sait que les visuels sont reconnus 6000 fois plus vite que le texte. Alors, c'est très important pour nous d'être dans un environnement visuel, dans le marketing et tout ça. On travaille beaucoup avec des groupes en éducation, du post-secondaire jusqu'au préscolaire et aussi dans des musées. Puis l'accessibilité, c'est super important pour nous. On parle beaucoup de l'accessibilité pour imprimer et sur le web. C'est super important d'inclure tout le monde, comme les personnes avec des troubles de vision, des troubles de mobilité, d'ouïe, puis des problèmes cognitifs et situationnels. Alors, c'est quelque chose qu'on fait dans tous nos designs. Parce que quand on rend les choses faciles à utiliser, c'est mieux pour tout le monde. Ma partenaire d'affaires, Megan, elle est maître en accessibilité. Puis elle dit toujours, si tu ne veux pas avoir l'accessibilité qui fait partie de vos matériaux, c'est qui vous êtes prêt à exclure? Puis en tant aussi une petite entreprise autochtone, on est vraiment passionné de travailler sur de nombreux projets avec des organisations autochtones partout sur l'île de la Tortue. L'île de la Tortue, c'est l'Amérique du Nord. Puis comme ce projet-là qu'on a fait pour le tourisme autochtone en Ontario, c'est une identité visuelle qu'on a fait pour chaque saison. Il y a un différent logo qui est fait de petits morceaux de culture autochtone. C'est vraiment cool. On a la chance de travailler sur des vraiment beaux projets, comme en ce moment, on est en train de travailler sur un projet avec le Musée royal de l'Ontario, en train de construire un site web où que les jeunes puissent construire leur propre constellation, puis sauvegarder ça. Puis on adopte une approche unique pour créer des designs éthiques pour les groupes qui soutiennent les communautés sous-représentées. Comme ce vidéo-là, c'est un clip d'un vidéo animé qu'on a fait pour la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario pour aider les femmes dans les centres urbains à trouver du logement et de l'éducation. Puis, je voulais juste partager ce projet-là parce que c'est super cool, c'est quelque chose qu'on vient de lancer. C'est pour la conservation et la protection autochtone des territoires protégés. C'est un site web avec une expérience visuelle et auditive. C'est une expérience vraiment unique quand tu vas à ce site web-là. Puis, c'est un projet où on a la chance de discuter avec des aînés autochtones et des groupes en conservation à travers le Canada. Ça a pris plus de 2 ans de créer ça. Mais ce site-là est aussi vraiment axé sur la langue, le langage, les langues autochtones et de pouvoir partager des clips audio de différentes personnes qui parlent dans leur propre langue pour pouvoir partager ça puis protéger ça. Ça, c'est un autre projet qu'on a fait pour les femmes autochtones du Canada. Je ne vais pas parler trop de ça, mais je veux juste dire que rendre les choses jolies, c'est facile, mais rendre les choses faciles à utiliser, ça, c'est difficile. Puis c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers de faire. Une autre petite identité. Alors, comme vous voyez, tout ce qu'on crée a une histoire et un objectif. C'est quelque chose de vraiment unique pour nous.
Maintenant, maintenant, notre studio est situé sur la rue Pine à Sudbury, si vous êtes jamais à Sudbury. On est dans un gros bâtiment de plus de 4000 pieds carrés. On a 3 étages, on a beaucoup de place. Puis on a une équipe de 15 personnes, dont la moitié vivent ici à Sudbury et le reste travaille à distance. Dans cette scène-là, on voit notre bureau, on voit Megan, Mary et puis Jenica. Ils sont en train de parler ici. Ce que nous avons réalisé pendant le COVID, c'est que nous pouvions embaucher des personnes un peu partout. Ça, c'était une réalisation qu'on a fait parce que la plupart de nos projets sont numériques, c'est tout fait en ligne et même la plupart de nos clients ne sont pas ici à Sudbury, alors tout doit être fait en ligne anyway. Alors, on a des membres de l'équipe dans le sud de l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, à North Bay, et on vient juste d'embaucher une jeune francophone à New Liskeard. Puis embaucher des personnes à distance, les maintient dans leur communauté et les encourage à transmettre leur langue, culture à la génération suivante. Ça donne l'opportunité aux personnes francophones et autochtones de rester dans leur communauté sans avoir déménagé. Comme que mes grands-parents m'avaient dit de déménager à Toronto, ce qui arrive quand tu déménages dans une grande ville, c'est que de moins en moins, tu as probablement la chance de parler dans ta langue maternelle. Et puis, ça te décourage à continuer ça. On est maintenant dans notre 13e année avec Design de Plume. Puis je me trouve un peu dans l'inverse situation que j'étais au début de ma carrière, quand j'avais de la misère à trouver mes mots en anglais. Maintenant, c'est un peu l'inverse parce que la plupart de mes travaux à tous les jours sont en anglais, la plupart de mes clients sont quand même en anglais. Alors, et puis, mon éducation francophone, elle a arrêté quand j'avais 17 ans. Alors, j'ai comme la mentalité francophone d'une personne de 17 ans, vraiment avec mes mots. Et ça, c'est un problème que je trouve. Alors, à tous les jours, je vraiment fais un effort de faire plus de connexions professionnelles en français, le networking, puis de pratiquer mon français de plus en plus. Ça, c'est un projet que je suis en train de travailler là, sur mon ordinateur pour CBC Radio-Canada. Transmettre mon héritage. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai réalisé que j'avais un travail très important à faire. J'avais besoin de transmettre ma langue et ma culture francophone à la prochaine génération. C'était pas quelque chose que j'avais vraiment pensé de ça avant que j'ai eu des enfants, mais j'ai réalisé, merde, si c'est pas moi qui va le faire, il y a pas personne d'autre qui est mieux équipé pour transmettre ça. Et puis, ça, c'est une photo de ma fille. Elle s'appelle Faye. Elle va avoir 2 ans à la fin du mois prochain. Et ça, c'est une photo. J'entends, je fais des photos de mes enfants, mais ça, c'est mon fils, Malik. Il y a 4 mois. Alors, j'ai 2 enfants pendant le COVID. Mais je réalise quand maintenant l'importance de parler à mes enfants en français. C'est super important. Puis, en voulant continuer ça, on voulait mettre nos enfants dans des garderies en français. Mon fils est trop jeune encore, mais ma fille, on a essayé de la mettre dans une garderie en français. On était sur une liste d'attente pour presque 1 an. Ça n'a pas fonctionné. Il fallait qu'on trouve une place. La seule place qui est ouverte pour nous, c'est une garderie en anglais. Alors, malheureusement, elle est dans une garderie en anglais. C'est dommage parce qu'il y a vraiment une pénurie de place pour les garderies des enfants, mais surtout une pénurie en français. Puis, je voulais aussi parler brièvement sur l'importance de la musique en français avec les jeunes aussi. Parce que ma fille, elle va avoir 2 ans, elle n'est pas capable de parler comme beaucoup, mais elle dit des mots ici et là, mais elle est capable de chanter des chansons avec tous les mots presque correctement, sans vraiment comprendre ce qu'elle dit, mais est en train de parler le langage en chanson. Et c'est de la façon qu'on est capable de mémoriser et de retenir
le langage, même si on ne comprend pas tout ce qu'on dit. Quand j'étais très jeune, j'ai pris des cours en italien à cause que ma mère a un petit peu elle a l'héritage italien. Et je me souviens vraiment pas de rien de ce que j'ai appris en italien. Par contre, je me souviens des chansons. Et je suis capable de chanter les mots en italien encore aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je veux dire, c'est vraiment important d'encourager les jeunes de jouer de la musique en français tout le temps parce qu'ils vont continuer d'apprendre le langage et de retenir le français de cette façon-là. Mon époux, il est libanais, ou à moitié libanais. Et puis, à la maison, on parle en français, on parle un peu en anglais, puis on parle en arabe. Alors, mes enfants sont en train de grandir dans un monde pas juste bilingue, mais trilingue. C'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre comment passer ça aux jeunes parce qu'en ce moment, ma fille elle continue de parler en 3 langues en même temps. Ça, c'est ma fille qui pointe. Elle dit « oiseau in the mai ». Mai, ça veut dire « eau » en arabe. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler sur ça. Et je dis toujours à ma fille, en français, c'est comme ça. Puis quand elle va continuer de parler en anglais avec son père ou en arabe avec mon beau-père, puis quand elle revient avec moi, je dis oui, oui, si elle dit le mot en anglais ou le mot en arabe, oui, oui, c'est bon, mais en français, c'est comme ça. Pour tout le temps essayer de l'enseigner que c'est comme ça qu'elle va juste parler en français avec moi. Puis, quelque chose d'autre que je trouve vraiment important que je réalise que l'on doit faire de plus en plus pour pouvoir retenir le français ici, surtout dans un environnement où c'est vraiment anglophone autour de nous, c'est de faire plus un effort pour dire bonjour et merci, ou comment ça va, et des petits mots comme ça en français aux gens, au marché, au restaurant, partout que vous visitez, parce que c'est de cette façon-là qu'on va continuer d'encourager les personnes à parler en français. Puis, on va pouvoir aussi avoir la chance de rencontrer des personnes en français. Peut-être qu'ils vont nous répondre en français et peut-être qu'on va pouvoir faire des connexions de cette façon-là. Et j'ai toujours pensé, je veux pas rendre les personnes autour de moi, les anglophones, mal à l'aise par dire bonjour et tout ça, parce que peut-être qu'ils vont être mal à l'aise à parler en français. Mais vous savez quoi? Je m'en fous. Parce qu'ils savent ça veut dire quoi bonjour, ils savent ça veut dire quoi merci, ils sont capables de répondre, même s'ils répondent en anglais. Je continue de promouvoir ma francophonie avec eux, puis peut-être de les encourager de répondre en français aussi. C'est un bon exemple pour mes enfants aussi. Puis quelque chose ici que je veux partager, c'est de jamais décourager les personnes de parler en français. Comme j'ai dit quand j'avais déménagé ici, et j'avais entendu les premières personnes parler en français autour de moi, il y avait un accent complètement différent. Ici à Sudbury, les personnes qui parlent français, ils roulent leur R beaucoup. Et c'est correct, c'est très beau, c'est un accent différent. Mais je ne veux jamais que les personnes qui parlent francophone, ils pensent de rire d'un accent de quelqu'un d'autre ou de rire de leurs erreurs. Parce que ça va les rendre gênés de parler en français, ça va les décourager de continuer de parler en français. On ne veut jamais que quelqu'un ait honte de leur héritage, de la façon qu'ils sonnent ou de leurs erreurs. On veut les encourager même. Ce que je trouve très important pour moi, puis je veux continuer de partager, c'est le droit de mes enfants. C'est leur droit de faire partie de leur culture, d'aimer d'où ils viennent et de jamais être gênés de parler leur langue maternelle ou de parler en français parce que c'est leur héritage. Puis je veux être certaine que tout le monde qui ont de l'héritage francophone, ils pensent à la prochaine génération, puis ils pensent à transmettre ça parce que on ne veut jamais que ça l'arrête ici. Là, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas que ça coupe, ça l'arrête ici, ma francophonie. Je veux passer ça. Bien, je suis fière de mes racines aujourd'hui. Je suis fière de partager ma francophonie. Vous voyez la photo d'une fleur de treille de l'Ontario. Quand j'ai grandi au Québec, une des places où j'ai habité, il y avait une forêt, il y avait des treilles québécoises qui poussaient dans cette forêt-là.
il y avait les pétales un peu plus minces avec du rose à l'intérieur. C'était un petit peu différent, mais quand même une treille. Et j'ai pensé à ça quand j'ai vu les treilles ici en Ontario. Il y en a beaucoup qui poussent sur l'autoroute 69 entre Sudbury et Toronto. Si vous passez là pendant le mois d'août, je pense, il y a beaucoup de treilles que vous allez voir sur les côtés. Puis j'ai pensé que je suis un peu comme la treille rose du Québec. Je suis déménagée ici. Je vois que je suis entre d'autres treilles, des treilles blanches, mais je suis quand même une treille. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de m'enraciner ici à Sudbury et de continuer de faire de mes racines. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Vous pouvez vous brancher avec moi sur LinkedIn. Puis, je pense qu'on va ouvrir ça à des questions. Merci beaucoup, Mélissa, pour ton partage authentique. On a adoré, moi en tout cas, j'ai adoré voir tes petits bouts de chou. Ils sont tellement cute, ils sont Merci. tellement cute. Oui, et puis c'est tellement drôle que tu parles que ta fille soit trilingue parce que j'ai entendu dire par une orthophoniste que quand les enfants ils sont plus jeunes, ils sont capables de parler plusieurs langues en même temps. Donc tu fais bien d'insérer le français en même temps que elle parle arabe et puis aussi parle anglais. Franchement, elle est bonne pour nous représenter dans bien plus tard des années. Je ne sais pas si on a des questions, des commentaires. Madame Fortier a levé la main. Oui, Madame Fortier. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Mélissa. C'est très inspirant. J'aimerais ça que bien des jeunes puissent euh, entendre tout ce que tu as partagé. Euh, donc, moi, quand tu as parlé de, de la francophonie, comment que c'est important pour toi, ben, c'est sûr que ce que ça me dit, c'est que tu es une personne extrêmement convaincue. Et un point que tu as soulevé qui m'intéresse vraiment, c'est lorsque tu as dit, il y en a plusieurs, là, mais un en particulier, c'est lorsque tu as mentionné que c'est important d'encourager les gens à parler en français. Parce que c'est vrai qu'on a des accents. On a, on a tous des accents au fond. Parce que dépendant où on habite, en Ontario même, on va avoir des accents différents. Puis moi, ce que ça me dit, ça, au fond, c'est que la raison pour qu'on a des accents, c'est qu'on est capable de se débrouiller dans plusieurs langues. On connaît plus qu'une langue aussi. Puis aussi, ça dépend d'où on vient. Mais c'est pour cette raison-là que moi, je sais qu'en anglais, j'ai un accent. Puis, ça m'est égal, ça ne me dérange pas parce que je me dis, euh, au moins, je suis capable de me débrouiller dans cette langue-là. Mais c'est la même chose pour le français. Puis, comme j'ai dit, dépendant d'où on vient, en Ontario, qu'on vienne du nord de l'Ontario, du sud ou de l'est, on a tous des accents. Puis moi, je trouve ça beau même. C'est ça la beauté de la langue française. Merci. Merci beaucoup, Madame Fortier. J'ai une question vite fait parce que le chat, là, il commence à monter rapidement. Avant de prendre Madame Violaine Gabriel, la question dit, est-ce que, Mélissa, tu t'es approchée d'organismes communautaires à ton arrivée à Sudbury pour vivre ta francophonie? Il me semblait que dans ton explication, tu es arrivée un peu, tu étais un peu esselée, tu étais seule dans ton coin, tu connaissais personne. Oui, j'étais seule, puis même, je ne savais pas qu'il y avait, comme j'avais dit, je ne savais pas qu'il y avait des personnes francophones hors du Québec. Alors, c'était vraiment un moment complètement différent pour moi, mais j'avais quand même un peu peur de parler en français. Je sonnais différent, j'avais un accent différent. Et puis, ce que mes grands-parents ils m'avaient dit un petit peu à propos des personnes ici, de la façon qu'ils parlaient des personnes francophones, j'étais gênée, j'étais très gênée. Alors, j'aurais vraiment aimé avoir l'opportunité de faire ces connexions-là quand j'avais déménagé, mais j'étais juste... les personnes autour de moi étaient toutes anglophones. Alors, s'il y a des groupes comme ça aujourd'hui, j'encourage de pouvoir promouvoir ça de plus en plus pour qu'on puisse joindre ça. Parce que j'aurais aimé ça, joindre un groupe comme ça quand je venais juste d'arriver. C'est là qu'on te qualifie d'une vraie battante de la francophonie parce que vu l'interaction que tu as eue avec tes grands-parents, ça aurait pu facilement te décourager de dire, OK, le français, là, je le garde dans une boîte, c'est terminé. Mais félicitations d'avoir défendu ta langue. Madame Violaine Gabrielle, vous avez la parole.
Le micro, il est fermé. Oui, OK, oui, je l'ai arrangé. parfait. Merci beaucoup, Mélissa. Bonjour tout le monde. Merci pour la promotion de la langue française. Comme comme on veut, on peut l'avoir. Et c'est pas une question de s'arranger, de le parler. Ben, il faut le parler bien, mais avec l'accent qu'on a. Et puis, ce que je peux vous dire, merci pour l'apprentissage sur la religion témoin de Jéhovah. Je ne savais jamais que c'était aussi ségrégué comme ça. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure. On ne peut même pas aller, on ne peut même pas aller au secondaire. C'est très dur à apprendre. Alors, félicitations pour avoir mis tes pieds par terre. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai- Je veux juste ajouter que c'est pas comme tu n'as pas le droit d'aller au post-secondaire, c'est juste vraiment découragé. J'étais chanceuse par contre là, de pouvoir y aller. Super, j'ai des bons commentaires pour toi. Il y a Myriam Cyr qui dit qu'elle a des beaux enfants anglais et depuis elle est dans leur vie, ils ont décidé d'aller à l'école en français et leur fille de 8 ans est maintenant complètement française et elle est fière de ses progrès. Oui, ça, c'est de bonnes nouvelles. Et puis, il y a Bernard Leduc qui te félicite, Mélissa, pour cette belle affirmation de toutes tes identités. Parce que oui, tes identités, tu en as beaucoup, hein? Et c'est bon de savoir porter le chapeau quand il faut. Là, franchement, tu es à féliciter. Ton histoire est inspirante, c'est ça que dit Madame Fortier. Moi, je ne sais pas si j'ai des questions, je n'ai pas de main levée, mais moi, j'aurais une question pour toi. Tu as mentionné le fait de quand même s'imposer vers la fin de ta conférence quand tu parlais du fait d'aller, par exemple, on va dire au restaurant et puis de dire bonjour ou merci. Je trouve que c'est assez important que ce que tu mentionnes parce que inconsciemment, même les francophones, quand on part dans des endroits, on est poussé à dire hi, hello, tout simplement parce qu'on se dit il n'y aura pas d'interaction de l'autre côté. Mais tu as raison en disant que c'est comme ça qu'on doit s'affirmer en disant bonjour, c'est ma langue, je parle dans ma langue. Oui, c'est super important de continuer de faire ça. Puis je viens juste de rencontrer une personne, pas bien juste de rencontrer, mais je suis allée à la ferme cette semaine passée avec mes enfants. Puis la personne qui travaillait là, elle m'a dit bonjour quand j'ai rentré en français. Je me suis tournée, j'ai commencé une conversation et c'est juste une vraiment belle façon de rencontrer des personnes qui parlent français aussi. Oui, je suis tellement d'accord avec toi. Il y a M. Breton qui a levé la main. Vous avez la parole. Je voulais féliciter d'abord Mélissa. Je te comprends un petit peu. Je suis un gars qui est arrivé du Québec ici, mais moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé dans le journal francophone. Donc, moi, j'ai pu être en contact avec tous les organismes qui m'ont beaucoup aidé. Mais je peux comprendre un peu le passage. Et je veux dire, moi, mon truc, c'est des fois, je voulais dire bonjour, mais je finis toujours avec thank you beaucoup. Puis tous ceux qui sont francophones le comprennent, puis ça fait souvent rire. Les enfants trouvent ça drôle, mais thank you beaucoup, c'est une façon de finir ça. Je pense qu'on va le garder, on va le mettre dans le chat là. Thank you beaucoup. Alors, il y a M. Fabien Albert qui a levé la main. Ah, vous applaudissez. Est-ce que vous voulez mentionner quelque chose en commentaire? Je ne sais pas. Oui, donc j'avais une question. Je m'excuse Okay. si j'ai applaudi, mais je veux quand même applaudir quand même parce que merci pour la super belle intervention que tu as fait aujourd'hui, Mélissa. J'avais une question pour toi. Dernièrement, dans certaines discussions que j'ai eues avec des gens en francophonie, on se posait la question comment on fait pour motiver, engager les jeunes? Donc, tu sais, ta fierté, tu l'as partagée avec nous aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on fait pour motiver ça dans les 10, 12, 13, 15 ans pour qu'eux veulent continuer à s'engager parce que c'est la génération qui s'en vient. C'est sur eux qu'on doit s'appuyer pour faire vivre la francophonie dans le futur. Donc, est-ce que tu t'es déjà penché là-dessus? Est-ce que tu as des pistes de solutions? Bon, mais mes enfants sont très jeunes, mais je suis certaine que je vais avoir ce problème-là quand ils vont être un petit peu plus vieux. Non, j'ai pas vraiment pensé à ça. C'est un peu c'est nouveau pour moi d'être parent. J'ai même pas choisi une école pour eux. C'est toutes des décisions que je vais faire et que je vais apprendre au cours des années. Mais surtout, juste de continuer d'être fière, de jamais montrer
de jamais cacher ta francophonie. J'ai un drapeau franco-ontarien que j'ai acheté, là. Je mets ça sur mon balcon pour que tout le monde voie ça. J'aurais acheté des chandails verts avec le drapeau franco-ontarien dessus. J'essaie vraiment de promouvoir la fierté puis de continuer ça pour que dès leur petite jeunesse, qu'ils soient vraiment fiers. Moi, je pense que, Mélissa, peut-être de manière vite faite comme ça, tu l'as dit, mais je pense que la musique, tu l'as mentionné durant ta conférence, ça peut être un très bon appât pour les jeunes ou bien les activités culturelles. Je sais qu'il y a plein d'organismes qui sont présents ici et on fait plein d'activités, là, les gens de la francophonie, donc ça peut aider aussi les parents. Il y a Joanne de Lac-Faux-Sudbury qui a envie de dire quelque chose. Bien, premièrement, bravo pour l'intervention, beaucoup apprécié. On a beaucoup de points en commun, je suis d'accord avec toi. Moi, justement, la semaine passée, je parlais de petits gestes. Donc, dire bonjour plutôt que hello, puis dire le merci plutôt que le thank you. J'y crois fermement. Je t'invite, on est très, très choyés à Sudbury. On a une communauté très dynamique, engagée, excitante. Je t'invite, je l'avais ajouté au chat, mais il y a un site web qu'on gère à Lac-Fou, le Qui fait quoi Sudbury, qui donne un calendrier de tes activités qui se passe en français, le répertoire des services en français. Puis tu as toute une communauté qui est là à t'appuyer puis de t'ouvrir les bras. On cherche que d'aller accueillir des francophones chez nous. Donc, viens te joindre à nous, ça nous ferait plaisir de t'accueillir. Puis, si jamais il y a de quoi que je peux faire à un niveau plus personnel, des questionnements, etc., la Food Sudbury est toujours là pour des services à la communauté. Donc, je t'invite à le faire. Merci beaucoup. Bravo. Un beau contact. C'est ça la francophonie, c'est la solidarité, le soutien. Alors, est-ce que, Mélissa, j'ai une question pour toi par rapport à ton entreprise. Je pense que ton entreprise peut être une belle ouverture pour des jeunes, pour une belle rétention francophone et tout. Est-ce que tu y as déjà pensé ou tu travailles là-dessus? Bien, on travaille beaucoup avec des groupes en éducation. Alors, on a l'opportunité de travailler sur des projets. On a travaillé avec la FESFO dans le temps passé, tout ça. Puis aussi, on a des stages. On a des jeunes qui font leur stage avec nous. Alors, l'opportunité de travailler avec des personnes francophones qui soient partout au Canada. Ils ont l'opportunité de faire même leur stage en ligne ou à distance avec nous. Alors, c'est de cette façon-là qu'on essaie d'encourager ça un peu plus. Il y a plein d'organismes dans la région. Tu as parlé de la FESFO, qui est un organisme pour les jeunes. Est-ce que, selon ton expérience à toi, tu penses que permettre à ces jeunes-là d'être au cœur de ce qui se passe, ce n'est pas seulement pour des activités lucratives, mais des activités où est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent prendre position. Est-ce que tu penses que ça peut les aider à pouvoir, je ne sais pas comment dire, pérenniser la langue, les intéresser un peu plus? Oui, c'est super important. Je pense que ton micro, il est fermé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Oui, c'est super important. Je dis toujours, il y a une expression pour nous, fait pour nous. Non. Pour nous, fait par nous, je pense, quelque chose comme ça. Mais c'est important d'avoir un groupe, quand on a des choses pour un groupe d'un certain âge, un groupe qui s'identifie d'une certaine façon, d'avoir ces personnes-là au centre des décisions, au centre des idées, tout ça, comme ça qu'on va avoir, un projet super positif quand que les jeunes sont engagés au centre de ça pour avoir des résultats qui vont vraiment résonner avec les jeunes. Et puis, c'est intéressant qu'on travaille avec les jeunes. Hein. Tu seras peut-être d'accord avec moi, vu qu'ils ont beaucoup d'idées pour pouvoir promouvoir notre francophonie. Alors, il y a Mme Fortier qui a levé la main. Je pense que c'est pour une question. Merci. Donc, moi, c'est juste, je voulais réitérer ce que tu as mentionné là, pour encourager les jeunes à parler en français. Puis, j'aime vraiment l'aspect de la musique. C'est très important, ça. Puis l'année dernière, je suis une enseignante à la retraite. Et puis l'année dernière, étant donné qu'il y a une pénurie d'enseignants, je suis allée remplacer un congé. Et puis les élèves ne parlaient qu'en anglais. C'était à Smooth Rock Falls. Qu'en anglais en classe. Puis moi, je n'avais jamais vu ça parce que je suis une enseignante de français. J'enseignais au secondaire. Et puis, c'était des jeunes, tout le monde parlait seulement qu'en français. Et j'essayais de trouver des moyens justement pour les encourager à parler en français.
Et je leur disais constamment, mais à la fin de l'année, par exemple, je suis contente parce que j'ai vu le progrès qu'il y a eu du début à la fin. Et puis, comme vous l'avez mentionné, la musique, là, c'est vraiment un excellent moyen. Ça commence vraiment avec ça, de faire connaître euh, les artistes francophones, là. Je pense que c'est vraiment un bon commencement, ça. Merci. Oui, c'est super. Puis je vais ajouter aussi, même pas juste la musique avec des artistes francophones, mais comme avec mes enfants sont très jeunes, alors c'est les petites chansons là, qu'ils chantent, comme par exemple la chanson Itsy Bitsy Spider en anglais. Je chante ça avec ma fille, mais j'ai tout traduit les mots en français. J'essaie de faire ça rimer, pas que ça fait du sens, mais parce qu'elle entend cette chanson-là, elle entend ça à la garderie ou sur la TV, etc. Alors, quand on la chante ensemble, on la chante en français. C'est bon, quand on parle de musique comme ça m'interpelle parce que on parle, notre thématique là pour le RAV 22, c'est vraiment la pluralité. La grosse thématique, c'est la pluralité. Et on parle beaucoup d'immigration dernièrement. Là, il y a le Collège de la Cité, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Collège de la Cité qui a pris les Rats Swamp comme ambassadeur. Et puis, ça permet à d'autres personnes, d'autres cultures de pouvoir connaître notre culture franco-ontarienne. C'est une belle ouverture, la musique. Il y a quelqu'un qui dit que la chanson dont tu parlais existe en français, c'est l'araignée gypsy. Et je ne sais pas si y a des personnes qui ont des commentaires, peut-être des félicitations envoyées à Mélissa. Sinon, moi, j'ai une belle petite question ici. Je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce que vous avez des questions? Pas encore. Alors, parlons de ton identité culturelle. C'est vrai que tu en as beaucoup, comme tu es francophone, tu es anglophone, tu as aussi un peu des racines autochtones. Je me demande comment tu fais pour naviguer dans tout ça et de garder ta francophonie pure, pure, pure. C'est une bonne question. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes au Canada qui sont mélangées, hein, qui ont beaucoup d'héritage. Puis, c'est pas juste de se tourner juste sur un côté ou de l'autre, mais c'est vraiment un mariage entre ta culture, les différents, ton histoire et tout ça. Alors, je balance ça. Mais je dirais que la partie comme francophone de moi, c'est la seule chose que j'apporte à mes enfants. Alors, c'est pour ça que, puis aussi l'héritage autochtone aussi. Alors, c'est pour ça que j'essaie de vraiment de faire accès sur ce côté-là de moi parce que je veux passer ça à eux. Tu sais, l'anglais, ils vont apprendre ça partout. Oui, j'ai un héritage anglophone du côté de ma mère de Sudbury, mais je n'ai pas besoin vraiment de travailler sur ça avec eux parce qu'ils vont l'entendre autour d'eux. Oui, tu as tellement raison. Et puis, j'ai l'impression que peut-être que les gens vont rire ou seront d'accord avec moi que l'univers te teste. Ça a commencé avec tes grands-parents et ensuite, maintenant, tu es marié avec un Libanais et puis là, il faut que tu essaies de promouvoir encore. Donc, tu es une vraie ambassadrice de la francophonie, sois-en sûre. On a Rosine Bognan qui veut poser une question. Bonjour, moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Okay. Moi, je suis Rosine Bognan, originaire de la Côte d'Ivoire, donc francophone à la base. J'ai immigré ici à Sudbury, ça fait maintenant 3 ans. J'ai choisi Sudbury parce que je me suis dit, bon, le français, je l'ai. Je l'ai dans mon corps, dans mes veines, dans mon sang, c'est le français. Mais j'aimerais ajouter en plus l'anglais. Donc, nous sommes venus à Sudbury. Les enfants, au départ, s'en plaignaient parce que, bon, on ne comprenait rien de l'anglais. Mais aujourd'hui, ils sont plus anglophones que nous autres. Les aînés, je les ai inscrits dans une école anglophone. Excusez-moi, peut-être que ça va vous décevoir, mais je me dis que l'anglais, ça leur apportera un plus. J'ai décidé de faire ce commentaire parce que c'est vrai qu'on fait la promotion du français, mais pour nous, les immigrants qui arrivons, nous arrivons avec un bagage, je vais dire côté expérience professionnelle. Nous avons vraiment beaucoup d'expérience en arrière de nous. Mais la langue fait une barrière.
qu'est-ce que la francophonie prévoit dans ce sens? Parce qu'il y a beaucoup de mes compatriotes là qui finalement, à la fin de leurs études, quittent parce qu'ils se disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que même si tu pars faire, comment dire ça, une interview dans une entreprise francophone, il y a peut-être 1 ou 2 questions en anglais qui te seront posées. Et là, quand tu passes à côté, c'est sûr que tu es passé à côté du poste. Et ces personnes-là quittent peut-être Sudbury, quittent la région même carrément pour pouvoir se retrouver dans un espace francophone où elles auront beaucoup plus de chances de pouvoir exercer parce que en anglais, c'est difficile pour elles. Donc, je ne sais pas si l'AFO prévoit certaines choses au niveau des entreprises ou des organismes francophones pour pouvoir donner la chance à ces personnes-là de pouvoir vivre leur francophonie, parler en français, pouvoir travailler en français, ne pas avoir la langue anglophone comme barrière dans leur vie professionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans ce sens-là pour aider toutes ces personnes qui viennent vivre en français ici à Sudbury? Ça, je pense que c'est une question. Je ne sais pas si Mélissa, tu veux dire quelque chose, sinon peut-être quelqu'un de l'AFO. Puis moi, j'aurai un petit commentaire là-dessus. Est-ce que Peter, quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Je pense que la question qui est posée est intéressante. Vous savez, en francophonie ontarienne, on dit que nos écoles francophones sont très bonnes à préparer des gens qui sont très bilingues. Je pense que sur ça, on comprend, il y a des raisons individuelles des fois, mais nous, on encourage les gens à toujours mettre leurs enfants dans les écoles françaises. Mais moi, j'aimerais écouter la discussion qui a lieu dans la salle, puis voir comment les gens se situent autour de tout ça. Mais c'est certain que l'AFO a comme mandat d'assurer que tous les francophones en Ontario continuent à parler français et qu'on continue à valoriser notre langue. Mais on comprend qu'il y a des situations individuelles des fois qui laissent les choix aux personnes. Je vais arrêter là. Ouais. J'aime bien ce que tu dis, Peter, parce que mine de rien, on est dans un pays qui est bilingue. Donc, oui, francophone, oui, anglophone. Il y a quelqu'un qui a écrit « Le français, ça s'apprend, mais l'anglais, ça s'attrape ». Puis, je trouve ça que c'est assez intéressant parce que quand tu as un français vraiment très soutenu, ben, je pense que le français est une langue pas compliquée, elle est belle et complexe. Alors que l'anglais, on peut naviguer là-dedans, si je peux me permettre de le dire. Donc, je pense que, comme quelqu'un l'a mentionné, là, il y a toujours des projets où est-ce qu'on enseigne l'anglais aux adultes et ça prend des subventions. Il y a des organismes qui le font, il y a souvent les différentes villes qui offrent ça. Donc, ça aussi, je pense que ça devrait être une porte d'ouverture pour ceux qui veulent être bilingues, surtout les gens qui viennent de l'immigration. Je travaille là-dessus en ce moment. Je viens aussi de la Côte d'Ivoire, Rosine, donc on est dans le même bateau. Mais moi, je promeux la francophonie, je me sens mieux à l'aise ici.